que peut-être commencer sur le cœur du sujet, peut-être voilà, insister ou parler de la façon dont les médias dominants traitent ou maltraitent le sujet de l'écologie, dans un premier temps peut-être, en fonction de ce qu'on devra en dire, et la façon dont peut-être les médias indés peuvent mieux traiter ces questions, mais comment faire en sorte pour les traiter d'une telle façon qu'on puisse intéresser le grand public, au-delà des cercles restreints, donc ça parle à l'une de vous d'évoquer ces questions. Allez. Quelques impressions peut-être sur la presse mainstream ou la presse dominante sur les questions d'écologie. Moi, en fait, je trouve que ça manque de ligne éditoriale. En fait, je trouve parfois des articles hyper intéressants. Dans le Monde notamment, je pense à Stéphane Foucard, moi qui suis beaucoup les questions agricoles, donc sur la question des pesticides ou de la manipulation à travers des arguments pseudo-scientifiques, etc. Voilà, c'est quelqu'un, je trouve, qui fait un travail très, très rigoureux et qui a des bonnes sources, etc. Sauf que après, il ne fait pas autre chose, quoi. Il n'y a pas de positionnement politique. Et au-delà, dans les signatures un peu que j'ai pu identifier dans leur service planète, enfin je crois que c'est ça, comme ça qu'il s'appelle, ou service, je sais plus, il n'y a pas forcément de cohérence. Et je trouve que ça manque de prise de position éditoriale dans les éditos, notamment au moment de la COP26. Enfin, j'ai pas remarqué, en tout cas, de textes qui m'auraient plu ou convaincu. Là, on va peut-être plus le trouver du côté de Libé, mais Libé a très très peu d'audience en réalité. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, depuis qu'on est 3 au pôle écologie de Mediapart, c'est justement de donner cette cohérence. Et en fait, on a lancé une newsletter quinzomadaire qui paraît un mercredi sur 2. On a lancé ça à l'automne dernier. Et on a remarqué, en fait, avec à chaque fois un petit édito. Et en fait, on a eu plein de retours de gens qui nous disaient en fait, c'est génial parce qu'on comprend où est-ce que vous allez. Parce qu'après, dans le journal, il y avait plein d'articles liés de près ou de loin à l'écologie, mais c'était des articles pas forcément mis en scène ensemble, qui étaient un peu éparpillés dans le journal en fonction de l'actualité. Voilà, et ça, on voyait pas forcément la cohérence. Et en fait, le fait de créer cette newsletter, au départ, on l'avait pas forcément pensé que pour ça, mais l'effet a été que du coup on comprend la ligne éditoriale de Mediapart sur l'écologie, donc ça du coup on est super content parce que ça nous encourage à continuer et avoir ce petit texte court, parce que nous on a le défaut d'écrire très long et parfois de faire des papiers quand même pas trop digestes. Là voilà, l'idée c'était d'avoir un édito vraiment très, très engagé. Et aussi incarné, à chaque fois il est signé d'une personne, et puis après pour les lecteurs et les lectrices qui cherchent davantage d'enquêtes, de reportages et de trucs fouillés, ils ont dans la suite de la newsletter les liens vers les articles. Voilà ce que je peux en dire là comme ça. Ouais, sur l'ordre du constat, moi pareil, je pense que c'est important de dire qu'on n'est pas là pour juger le travail des confrères en soi. Enfin, il y a des bons articles, moi j'ai lu des bons articles sur Le Monde, voilà, c'est pas le problème. Même si je pense que par exemple quelqu'un comme Stéphane Foucard vit avec un tueur à gages dans le dos qui attend son heure, avec un tueur à gages dans le dos, enfin je veux dire, les rares fois il prend position, on se dit ça va la dernière fois avant qu'il se fasse virer, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'on peut juger un peu le placement d'un média que par sa cohérence éditoriale et par peut-être le degré d'analyse politique ou d'engagement politique qu'il y a dans ses éditos, quoi. Donc c'est un peu les deux critères, et là effectivement c'est un désert dans la presse mainstream, à part peut-être à l'exception près de Libé, qui a quand même un petit peu cette fibre-là. Donc voilà, et puis après on voit aussi un petit peu, je pense, à qui on donne la parole. C'est-à-dire par exemple dans Le Monde, moi j'ai observé que pendant 2 ans on a donné la parole énormément à la branche de l'écologie qui s'intéressait plutôt au vivant, c'est-à-dire d'un point de vue d'ontologie, de rapport au vivant, de changement de rapport au monde depuis 200 ans, la modernité, etc. Bref, la branche la moins politique en fait. Donc c'est quand même intéressant de voir que celle qui a pris tout le champ ces dernières années, c'est celle qui a le moins de charge critique et politique. Même si elle est très intéressante par ailleurs intellectuellement, c'est pas le problème. Donc voilà, et j'ajouterais que moi je pense qu'en fait on est en train de voir dans les médias se retracer la ligne de démarcation qu'il y a depuis 50 ans dans l'écologie politique, entre on va dire ceux qui sont dans la clarification de l'écologie, donc je pense comme nous, j'espère,
qui sont là pour voilà, remonter le fil des causes, enfin le fil des effets jusqu'aux causes, puis des causes aux causes, et essayer de proposer l'intrication de l'écologie et du social, de montrer comment ça fait système, et de formuler à la fin un discours qu'on pourrait résumer par ces problématiques, on en reparlera, d'anticapitaliste. Et de l'autre côté, il y a la ligne, le grand élan de confusion, on va dire, qu'on pourrait qualifier comme Bookchin, depuis 50 ans, c'est pas nouveau, hein, d'environnementaliste, et qui se contente en fait d'identifier, d'analyser les effets, sans jamais remonter les causes, ou du moins de remonter les causes jusqu'à la limite de l'acceptable, quoi. Donc on peut remonter les causes des pesticides jusqu'au lobby, par exemple, mais jamais derrière aux intérêts et aux choix industriels, et voilà. Donc la technocritique est absente, l'analyse anticapitaliste est absente, enfin tout ça est absent, quoi. Et donc voilà, donc d'un côté, il y a la presse globalement indépendante qui va être dans le camp de la clarification ou de l'analyse politique, et de l'autre, celle des environnementalistes. Et là, la puissance de frappe, elle est formidable. Enfin, je veux dire, on parle de 200 000 abonnés de Mediapart. Nous, on est à même pas 10 000. Enfin, si on fait le total, on est peut-être à 500 000 lecteurs de presse réguliers, de presse indépendante. Face à quoi? Face à 5 ou 10 millions pour la presse quotidienne mainstream, plus hebdo, etc. Face au JT, face au matinal, enfin voilà, donc quand on se dit les gens s'intéressent pas à l'écologie, mais enfin faut voir ce qu'ils prennent dans la tête comme discours, quoi. Voilà, donc la masse critique en face elle est énorme, il faut quand même poser ça avant de se dire qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'indépendants, parce que c'est quand même très inégal, quoi, il me semble. Voilà. Eh bien, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Non, moi, le constat que je peux faire, c'est que j'ai l'impression, justement, le discours qui émerge, quand il émerge, un discours sur l'écologie, en tout cas, il est très catastrophiste, comme pour tous les sujets, en fait, comme pour l'immigration, pour le pouvoir d'achat, le travail, je sais pas. Les médias mainstream jouent sur la peur, beaucoup. Et donc, les discours qui peuvent émerger, c'est des discours écofascistes, pour beaucoup. Après, j'avoue, je lis pas beaucoup la presse mainstream française. Pour moi, Mediapart, c'est déjà c'est déjà mainstream. Donc, Mediapart, c'est très bien. Ouais, dans les médias italiens, ce que je peux constater, c'est un peu un constat générationnel, comme disait Philippe aussi. Il y a beaucoup une génération de boomers, entre guillemets, qui ont plutôt un jugement moral sur les mouvements écologistes qui sont en cours en ce moment, qui ont plutôt un point de vue de il y a eu une manif des Fridays for Future, mais ils n'ont pas nettoyé, ils n'ont pas fait le tri sélectif quand ils ont fait la manif, ils ont laissé des poubelles qui débordaient. Il y a vraiment des articles comme ça dans la presse mainstream italienne, je ne sais pas dans celle française. Voilà. Du coup, c'est vraiment écœurant. Et voilà, il y a un bashing des mouvements de base constant. Et en même temps, quand on parle d'écologie, comme disait Philippe, il n'y a aucun constat de fond, il y a juste la diffusion d'une peur dont on ne saisit pas les racines, les causes et les conséquences, et qui est un terreau très fertile pour l'extrême droite, quoi. Et du coup, je noterai que je dis souvent du coup, donc voilà, n'hésitez pas à me reprendre quand je plie. Le constat, c'est ce que Lordon appelait pleurnicher le vivant, donc il y a une espèce de suprématie de cette pensée qui consiste à chialer sur le fait que tout va mal, mais sans proposer du coup des pistes de réflexion solides, notamment via la critique anti-autoritaire. Nous, en tant que médias anarchistes, du coup, on est assez sensible à la pensée de Bookchin et à l'importance de cette pensée dans le courant écologiste contemporain. Mais comment on fait du coup pour tenter de faire valoir cette pensée-là, sachant qu'effectivement, de puissance de frappe indépendante, elle est pas folle, quoi. Enfin, vous avez peut-être des suggestions, des pistes, des propositions pour comment faire? Ouais, c'est une bonne question et en même temps une question difficile. Alors moi, je suis moins dans le débat d'idées ou dans le débat intellectuel, enfin dans la manière dont j'aborde l'écologie à Mediapart. Je suis quand même, j'ai une couverture qui est assez liée à l'actualité et aussi à l'actualité politique. Mais bref, ce qu'on essaye de faire aussi, mais on n'y arrive pas toujours en fait, c'est de raconter les possibles aussi, en fait, de raconter les initiatives, les mobilisations, les collectifs
qui se bougent, qui inventent des choses et qui arrivent aussi. Là, une des bonnes nouvelles là aussi que je pourrais partager avec vous là d'hier soir, c'est que, enfin, c'était tombé hier matin déjà, c'est que le projet d'Amazon à Rouen sur lequel on a bossé en fait s'est arrêté là. Et c'est vrai que voilà, des bonnes nouvelles comme ça, on n'en a pas tous les jours, surtout en ce moment. Donc on essaye sans non plus tomber dans une sorte de truc un peu mièvre ou un peu bisounours. Quand on se bouge, on y arrive. Voilà, mais quand même, c'est important pour nos lectrices et nos lecteurs d'être informés aussi sur ces mobilisations-là, surtout quand elles payent. Donc ouais, c'est la manière dont nous on va essayer de... Mais après, c'est vrai que c'est une minorité malgré tout de nos articles. La majorité, je dirais que la majorité de ce qu'on publie sur l'écologie, c'est quand même souvent pour décrypter en fait les discours de greenwashing, etc. Pour déconstruire en fait. Là, moi dernièrement, j'ai déconstruit toutes les décisions qui ont été prises à Bruxelles dans le contexte de la guerre en Ukraine sur la politique agricole. Bon, évidemment, quand on lit ça, ça peut plomber un peu, quoi, c'est sûr. Voilà, mais bon, là, j'ai pas forcément la solution. C'est en même temps, voilà, pas non plus faire l'autruche et ne pas évoquer toutes ces décisions qui sont majeures, en fait. Voilà. Et nous, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est vraiment d'être à la fois sur le macro et les histoires locales. Et donc d'être à cheval un peu entre ce qui peut se décider, notamment au niveau européen, et des luttes locales, des choses qui peuvent être vraiment très très localisées, mais qui, à mon avis, sont tout aussi importantes en fait. Voilà. Moi, je suis moins bon sur les solutions que sur les constats d'échec, donc je ne vais pas donner de solution. Enfin voilà, tu en as parlé, il y a plein de choses à faire, décrypter, toujours essayer de créer une cohérence de ligne, de bien avoir la réflexe critique, de mettre en valeur les luttes de terrain. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Nous, on essaye aussi de choper un peu les lecteurs là où ils sont, et notamment les jeunes lecteurs qui sont très dans les mouvements climat, dans les choses un petit peu dépolitisées, mais qui sont aussi perdus, qui n'ont pas eu l'appareil critique à l'école ou familialement, donc du coup ils sont un peu paumés, et pour eux ils défendent, ils veulent sauver le climat. Enfin, on sauve pas le climat en fait, le climat il sera toujours là, mais c'est terrible, mais moi je l'en veux pas. Et donc typiquement, quand on fait un hors-série aussi avec Camille Etienne par exemple, qui est une influenceuse, etc., certains nous ont critiqué pour ça, parce que c'est radical et tout, mais en fait non, on va chercher les gens là où ils sont, on essaye de les politiser, de les radicaliser. Et je pense que ça, c'est un travail qu'en tout cas, moi, nous, on essaye de faire dans la rédaction et que moi, je trouve intéressant. Et de surtout pas faire des lignes de démarcation tout de suite entre les bons militants, les mauvais militants, ceux qui ont raison, ceux qui n'ont pas raison, la bonne tradition libertaire contre la mauvaise tradition marxiste. Enfin voilà, d'essayer de dépasser ça quand même. Et par ailleurs, moi, je pense quelque chose de hyper important, là, c'est un constat d'échec, pardon, c'est le gouffre qu'il y a dans la communication entre les sujets écologie et les classes populaires. Et vraiment, on a perdu les ouvriers, on a tout perdu quoi. Et ça, pour moi, il y a aussi quelque chose à réfléchir du côté des tenants de l'écologie et du journalisme d'écologie. On dit toujours qu'il ne faudrait pas faire sans les classes populaires. Donc il faut bien leur expliquer qu'en fait c'est une écologie sociale, qu'on ne va pas les oublier, que c'est égalitaire, que machin, etc. Mais le pas faire sans, il me pose un peu problème. Et en fait, je pense qu'il va plutôt faire avec et essayer de montrer aussi à un public de classe populaire, notamment un public ouvrier, que c'est par leur savoir-faire, pareil pour les paysans, que c'est leur savoir-faire, que c'est leurs compétences, etc., qui doivent être mobilisés au service d'une transition, ou peu importe comment on l'appelle, et de montrer, de faire aussi ressentir la fierté un peu de ce qu'ils ont et comment ils peuvent contribuer à tout ça en fait. Et nous on essaie de le faire dans le prochain dossier là sur l'écologie et l'emploi, avec vraiment les questions de Green New Deal, de l'emploi, d'emploi vert, tout ça. Et voilà, et en fait là il y a un trou, nous par exemple on n'arrive pas à parler, on ne se destine pas à un public forcément classe pop, on a un peu classe moyenne supérieure dans notre façon d'aborder les sujets clairement, mais il y a un trou là, et je pense qu'il faudrait vraiment que soit nous on arrive à en parler ou à aller sur ce terrain-là, soit que des médias se créent dans cet espace-là et arrivent à faire d'une écologie populaire quelque chose de réel et au-delà des grands slogans, quoi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît aujourd'hui assez vital. Si on part du principe qu'on ne sera pas une avant-garde révolutionnaire écologiste, et qu'il y aura bien, il faut embarquer le plus de gens possible quoi, dans le projet. Voilà. Mais moi je suis très d'accord avec ce que tu dis. Je pense que faire émerger les luttes écologistes, c'est un truc très important que les médias peuvent faire. Et faire émerger des luttes qui n'ont pas l'air d'être des luttes écologistes mais qui le sont, c'est encore plus important. Raconter une lutte, je sais pas, le front de mer par exemple, sur les cantines végétariennes,
qui est devenu Verdragon, etc. On peut être critique et tout ce qu'on veut, mais c'est un point de rencontre entre des luttes sociales et des luttes écologiques. Et les jardins d'Aubervilliers, tout pareil, c'est très affiché, mais d'autres luttes encore, elles peuvent être lues sous un angle écologique et elles peuvent être racontées avec cet angle-là. Et ça peut parler à ces gens-là qui font ces luttes. J'ai lu un article sur un convoi de la liberté qui a bloqué un dépôt de Esso récemment. Bah, c'est un truc, c'est une action avec tout ce qu'on peut penser des convois de la liberté. C'est quelque chose qui se fait et qui est un peu flou sur les raisons idéologiques, sur les analyses et tout ce qu'on veut, mais que si on le lit d'une certaine façon, avec un certain angle, ça peut parler aux militants même qui ont fait ça et aux gens qui s'inspirent de ce truc et qui en ont ras-le-bol, qui ont envie de faire des choses et qui pourraient se dire bon, mais là effectivement il y a une réflexion à mener, mon problème de ma galère de fin du mois ou mon problème de loyer et ses collègues à tout un tas de choses qui sont connectées à des problèmes globaux de l'écosystème, quoi. Et de la façon dont l'humain vit dans l'écosystème monde. Donc ça peut être un angle important. Et une autre chose, quand tu parles du lien avec les classes populaires, pour moi, il y a une vraie réflexion à mener sur le métier de journaliste, en fait. Je voulais vous relancer sur ça. Il y a beaucoup de frilosité, je trouve, parce que les journalistes, c'est un peu une caste, entre guillemets, enfin, c'est une classe de travailleurs qui ont très galéré pour arriver à gagner un salaire avec ce qu'ils font, et ils ne veulent pas forcément ouvrir leur profession à n'importe qui. Alors que c'est proprement, pour moi, de mon point de vue, un métier qui doit pouvoir exercer par n'importe qui. C'est peut-être un point de vue un peu trop radical, mais ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de... on est la catégorie de personnes qui est autorisée à produire des analyses sur l'actualité, qui est autorisée à dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut... Voilà, autorisée à décider ce qui est important de ce qui se passe aussi, parce que c'est nous qui faisons émerger les choses. Et on a cette autorisation-là parce qu'on est payé, on fait partie de la catégorie des journalistes. Et ça, il faut le casser, de mon point de vue. Pour moi, tous les militants sont aussi des journalistes. Dès qu'ils font des papiers sur ça, ça doit être possible d'afficher son engagement politique et en même temps faire du journalisme, tout comme il est possible de faire de la recherche et d'être engagé politiquement. Et ça doit être possible de faire tout un autre travail et de publier un papier quand on pense qu'on a un truc à dire sur ça. Du coup, bah, voilà, ça nécessite un changement radical, j'en suis conscient, mais je sais pas. Je suis pas du tout payé. Voilà, moi je suis pas payé, du coup je peux penser ça. Je sais pas si vous pensez la même chose. Première petite réponse à chaud. Ouais, moi je suis hyper d'accord. Enfin, je sais que voilà, on est dans une bulle. En plus, on est à Paris. Il y a on est beaucoup à être issus de classes privilégiées ou classes moyennes supérieures ou voilà, ayant fait de longues études, etc. Donc c'est sûr que il y a un gap qu'il faut résorber. Enfin, il faut se rapprocher. Un maximum des classes populaires, oui. Alors après, bon, c'est pas pour dire, à Mediapart on fait ci, on fait ça, mais c'est une préoccupation qui est au centre de nos recrutements depuis un certain temps. On essaye d'avoir, parce qu'au départ c'était pas le cas dans la rédaction à l'origine de Mediapart au moment de sa création, c'était une rédaction blanche, issue de classes sociales plutôt privilégiées. C'est aujourd'hui une rédaction où il y a beaucoup plus de diversité, et puis rédaction et pas que rédaction, parce qu'il y a quand même aussi plein d'autres gens qui sont nécessaires au fonctionnement de Mediapart, et sans être des journalistes, c'est quand même plus de la moitié de nos effectifs. Donc voilà, on essaye d'avoir de la diversité d'origine, mais diversité vraiment au sens très large,
pas seulement diversité sociale. Voilà. Bon, on essaye. C'est vrai que le problème de la profession de journaliste, c'est que c'est des gens qui se cooptent entre eux, en fait. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça a toujours été comme ça. Des journalistes recrutent des journalistes. On s'est croisés sur les bancs de l'école de journalisme. C'est vraiment une profession qui fonctionne par réseau. Donc, oui, il faut casser ça. Je suis d'accord. Et c'est pas, en même temps, pas si simple. Voilà. Bon. Ouais, bah voilà, c'est peut-être. Je peux m'arrêter là pour te laisser aussi une question délicate. Je ne sais pas trop quoi ajouter, j'ai dit un peu mon point de vue, et c'est vrai que sur la pratique, dans une petite rédaction, nous, la diversité, c'est très très compliqué, notamment sociale, de la mettre en place. Et puis par ailleurs, voilà, il y a tout type de journalisme, là je nuance un petit peu le propos, c'est-à-dire qu'effectivement, aller plonger dans des rapports, des machins, des trucs entre les journalistes d'enquête ou de l'analyse ou de décryptage sur des dossiers complexes, il y a quand même une technique, il y a quand même pas non plus tout bazarder, je pense, la profession journalistique, mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace, je pense, quand même, pour du participatif et de faire monter au créneau des gens qui n'ont pas des paroles instituées en tant que journalistes, etc. Donc ça, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais je pense qu'il y a des espaces où on ne pourra pas se passer d'une certaine professionnalisation. Et juste une remarque, c'est vrai que l'écologie nous tire vers des hyper-objets, un peu des choses qui sont complètement abstraites et désincarnées. Donc là, je pense, je sais pas, au climat, à la planète. On peut penser à l'équivalent tonne carbone, donc c'est la nouvelle métrique absolue maintenant. Voilà. Et tous ces trucs-là, en fait, sont extrêmement technocratiques, sont sans visage en fait. Et je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas se faire prendre par ça, et qu'il faut bien ramener régulièrement dès qu'on peut, et nous on essaie d'avoir cette discipline, mais ramener l'écologie un peu au sol, à hauteur humaine, et rappeler que c'est des gens, que c'est des situations concrètes, sociales, c'est des maladies, c'est des empoisonnements, c'est aussi du mal-être au travail, de perte de sens, c'est des écosystèmes qui disparaissent, enfin c'est concret, c'est la petite perruche, machin truc, de telle région qui est en train de disparaître, c'est pas c'est pas 1% de biodiversité, quoi. Et voilà, donc je pense qu'il faut juste, en tant que journaliste, on ne perde pas de ça de vue, parce que sinon on ouvre la porte à quelque chose de très technocratique, très abstrait, voilà, et qui va se régler en fait par des grands plans de verdissement de l'appareil productif, et ça fait assez peur en fait, et j'ai l'impression que ce langage-là, ce discours-là est en train de prendre très très fort, notamment sous l'influence de l'LV, je vais quand même le dire, notamment sous l'influence de gens comme Jean Covici, etc. On pourrait parler de ces faux amis, malheureusement, dans l'écologie. Mais voilà, il y a ce discours prend, et voilà, ramener à hauteur d'hommes, ramener à hauteur aussi du coup d'ouvriers, des gens qui souffrent le plus, c'est quand même hyper important. Bon, je pense qu'on le fait pas assez, mais on va essayer de faire plus. Voilà, mais écoute pas. Un petit mot aussi dans nos marqueurs, nous, dans la façon dont on aborde la question climatique et la question écologique, c'est aussi toujours rappeler qui sont les pollueurs, qui sont les émetteurs de CO2. C'est les gens les plus riches des pays les plus riches de la planète. Et ça, c'est quand même assez présent, je pense, dans notre couverture, et notamment grâce au travail de Michael Correa. C'est aussi avoir toujours ça en tête. C'est que voilà, le changement climatique, voilà, il n'arrive pas comme ça. Il y a des responsables, et ces responsables, ce sont les plus riches de la planète. Donc c'est aussi important, effectivement, je pense, de toujours rappeler ça. Et ce qui manque justement peut-être dans la presse dominante, parce que bon voilà, quand on lit Le Monde ou Le Figaro, c'est pas vraiment rappelé ce genre de choses. Oui, je voulais revenir sur un truc qui malheureusement aussi, je pense, peut-être nous freine dans notre façon de traiter ces thématiques dans nos médias. C'est que déjà, bon, je crains que les médias indépendants soient pas des plus lus dans les milieux ouvriers. Enfin, c'est donc voilà. Enfin, je sais pas. Enfin, en fonction de chaque rédaction, on pourra peut-être voir peut-être que les études ont été faites sur le lectorat, mais nous on sait que le lectorat de notre journal par exemple est assez peu ouvrier. Et aussi il y a cette façon, ce discours dominant aussi qu'il faut déconstruire, mais comment sur associer avec le camarade Roussel qui fait une campagne merveilleuse sur le thème de les ouvriers, de toute façon les écologistes ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent c'est de la viande et des voitures. Enfin, il y a quand même des thématiques qui sont à déconstruire comme ça, mais qui sont tellement fortes qu'on se demande comment faire pour arriver à imposer une autre vision que écologie égale bobo coupé des réalités, sachant que nous-mêmes, dans la presse indé, on est effectivement assimilable à des bobos coupés des réalités pour partie, quoi. Même si on est beaucoup de précaires, etc., il y a cette image quand même qui perdure. Donc voilà, c'est une piste de réflexion. Je sais pas, vous voulez commencer? Allez, vas-y, Giovanni, balance du feu si t'as envie. Ouais, c'est vrai, et en même temps, c'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure, je pense. Je pense que être
plonger ses racines dans des luttes et dans des mouvements ouvriers et dans des mouvements des précaires, ça permettra aussi de du coup faire entendre leur voix, être attentif, les avoir comme interlocuteurs privilégiés, c'est important. Et ça se fait pas du jour au lendemain, je suis d'accord, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Ça veut dire avoir des contacts, ça veut dire avoir de la confiance, mais ça permet un dialogue qui va aller dans le long terme et qui va permettre, j'espère, un changement dans la pratique du journalisme et un changement dans la façon dont on traite l'écologie en général, dont elle est traitée en général dans la société. C'est sûr qu'on est loin d'avoir Jack London parmi nous, quoi. Genre. Qu'est-ce que tu en sais? Mais oui, des journalistes comme ça qui vivent dans le milieu ouvrier, qui ont comme interlocuteur principal le mouvement ouvrier, ça n'existe plus. Mais comme le mouvement ouvrier, il galère pas mal, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que pour moi, une des réponses, c'est aussi d'être engagé politiquement et d'afficher son engagement et de faire du journalisme engagé. Ces deux choses, pour moi, ces deux façons de penser doivent se nourrir constamment. Et dans son engagement politique, il faut aller vers un engagement social, écologique et social. Et c'est hyper dur, c'est hyper galère, mais pour moi, c'est un truc qui peut vraiment faire changer les lignes, quoi, et changer un peu les choses. Voilà. Deux choses. Alors effectivement sur le truc précisément ouvrier, tout à l'heure je disais faut pas faire sans, il faut faire avec. Enfin voilà, c'est comme par exemple dans le dernier dossier qu'on a fait sur l'emploi, qui sera bientôt publié. Il y a des initiatives en France d'ouvriers qui avaient, contre les plans sociaux, etc., proposé, et la fermeture de leur usine ou de leur raffinerie, avaient proposé des plans alternatifs verts, durables, machin, etc., qui ont été massacrés par les patrons. Donc, en fait, cette culture ouvrière qui serait soi-disant ultra-productiviste à base de bagnoles et de barbac, celle que rêve apparemment Roussel, pour moi, elle n'est pas du tout constituée. C'est quand même des Français de 2022 qui sont traversés par d'autres choses que juste leur statut d'ouvrier. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'ouvriers qui aimeraient en fait pouvoir participer d'une politique écologique, d'un emploi écologique, mais juste ils ne sont pas du tout aidés pour. Quand ils proposent des choses qui partent de leur savoir-faire, de leur culture à eux, c'est pas écouter, c'est s'aborder, etc. Donc mettre ça en avant, voilà, c'est montrer à un public ouvrier qu'ils peuvent faire avec, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent participer de ce truc-là et qu'ils sont pas du tout en marge et qu'au contraire ils sont même au centre d'une politique de conversion de l'appareil productif vers quelque chose d'écologique. Donc ça c'est un premier point. Donc voilà, nourrir en tout cas l'aspect écologique qu'il peut y avoir, qui peut se loger dans la culture ouvrière, plutôt que de toujours faire passer qu'ils n'auraient pas compris et qu'ils doivent devenir des bourgeois, des petits bourgeois métropolitains comme les autres pour bien comprendre l'écologie. La deuxième chose, c'est comment on leur parle. Effectivement, là, moi, encore une fois, je vais redire la même chose, mais moi, je sais pas comment leur parler. On n'est pas lu, a priori, par des ouvriers. Enfin, on a des statistiques qui valent ce qu'elles valent, mais c'est assez divers. Par exemple, l'électorat de Socialterre, beaucoup moins cliché qu'on pourrait le croire, mais on se fait pas d'illusions. Peu d'ouvriers ou de classe populaire nous lisent. C'est marginal. Et en plus, ça renvoie à un problème qui est, j'ai envie de dire, mais c'est même pas... Quand on veut aller en profondeur dans la question écologique, c'est même pas aller jusqu'aux ouvriers qui est problématique, c'est même aller jusqu'aux classes moyennes de base. C'est-à-dire que quand on utilise le mot anthropocène, mais déjà vous avez perdu 90% des lecteurs. Il y a même des gens qui ont fait l'université Bac+5. La moitié du lexique de l'écologie contemporaine est incompréhensible par la plupart des gens. Et par ailleurs, ça pose aussi des questions politiques est-ce qu'on parle d'anticapitalisme, est-ce qu'on utilise ces grands mots-là, la vulgate marxiste, etc., qui rejet instinctif d'une population qui ne se reconnaît plus dans les anciens cadres communistes, peu importe, vous voyez, mais ça peut rejeter des gens, faire peur à des gens si on commence à parler de l'écologie en des termes marxistes, par exemple. Donc vraiment la question du lexique, du niveau de langage, de comment on en parle, de est-ce qu'on doit s'aborder la précision des termes pour ne pas faire peur ou toucher plus loin que son cercle militant ou connaisseur, ou au contraire voilà, c'est des dilemmes qui sont très présents, et j'ai envie de dire ça va même pas jusqu'à encore la question ouvrière, elle est encore dans un au-delà de ces questions-là d'accessibilité. Et malheureusement, on ne peut pas rattraper le travail de massacre que fait la presse mainstream à ce niveau-là, et d'acculturation à une écologie complètement dépolitisée, quoi. Ça, on ne peut pas rattraper ces dégâts-là, donc il faut aussi sous-peser ses armes et voir ce qu'on peut faire, quoi. Voilà.
Alix. Moi, il y a, ça ouvre plein de portes, je trouve, ces questions-là. Il y a un truc, moi, que j'essaie de rappeler ou qui manque, je trouve, dans pas mal de médias, c'est l'idée que, en fait, si on a vraiment une politique écologique, en fait, c'est créateur d'emplois. Enfin, c'est ce que tu disais aussi. En fait, le truc, c'est que, on est souvent stigmatisé comme étant décroissant ou quoi, ce truc du terme décroissance employé comme quelque chose de très connoté négativement, très péjoratif. Bon, en fait, si on parle de transition, le mot transition n'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, si on imagine une société de demain qui soit écologique, etc. En fait, en vrai, c'est la société du plein emploi. Il y a quelqu'un qui le dit très bien, c'est Gaël Giraud, qui est un économiste qui a vraiment, je trouve, une approche assez globale de toutes ces questions-là. Et en fait, moi, je trouve que malheureusement, ça manque aussi dans les analyses des journalistes éco. En fait, souvent, moi, ce qui manque, après, ça peut être, y compris chez nous, hein, il peut y avoir des fois, justement, des approches marxistes, mais pas forcément... c'est pas que l'approche marxiste est mauvaise, au contraire, mais c'est juste qu'en fait, il faut intégrer aujourd'hui le fait qu'on n'est plus dans une société industrielle. Donc, de toute façon... il faut penser autrement. En tout cas, on produit plus de la sidérurgie et des choses comme ça. Enfin, dans ce sens-là, quoi. Après, on peut produire. Gros machin quand même. Oui, des avions. Oui. Si elle n'est pas industrielle, elle est. Derrière, il y a quand même des énormes machines à l'extraction. Non, je parle en France, quoi. Enfin. C'est-à-dire que par exemple, si je regarde le domaine moi, que je connais le mieux, qui est l'agriculture aujourd'hui, en fait, si on sort d'une agriculture intensive et qu'on se met à produire de façon agroécologique à grande échelle, en vrai, c'est créateur d'emplois. C'est-à-dire un emploi en agriculture industrielle, c'est 5 emplois en agriculture biologique, en fait. Donc ça, à mon avis, c'est en développant cette idée-là qu'on rejoint la question des classes populaires et la question climatique il me semble quoi. Bon après sinon sur les origines sociales de nos abonnés, bon on n'a pas on peut pas savoir vraiment qui on n'a pas fait d'études sociologiques sur qui nous lit. Je présume que effectivement on n'a pas énormément d'audience dans les classes populaires parce que en tout cas pour ce qui est de lire les articles de Mediapart, il faut avoir du temps aussi. Il faut il y a bon déjà la façon dont on écrit qui peut être bloquante pour des gens parce que effectivement c'est parfois des articles compliqués, etc. Après, là où on essaye de toucher un public un peu plus large, c'est notamment par les vidéos qu'on a beaucoup développées. Mais ça, c'est sûr que voilà, on n'a pas l'audience d'un journal de TF1 et bon, on ne l'aura jamais en fait. Donc là-dessus, j'ai pas forcément une bonne réponse, si ce n'est que on essaye de développer des formats vidéo, des formats un peu plus courts, qui peut-être nous rendent un peu plus accessibles. Voilà. On reste sur quelque chose de positif. Tu aurais un truc à rajouter ? Plus aussi dire qu'on est aussi attentif à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux convergences de lutte. Enfin, il y a quand même aussi beaucoup de luttes sur le terrain qui rejoignent en fait, où tu peux avoir des syndicats de salariés, des mouvements climat et des mouvements paysans. Je pense notamment au mouvement contre les méga-bassines. Il y a une journée de mobilisation d'ailleurs aujourd'hui. Et là, on observe bien que sur le terrain, en fait, tout ça se rejoint en fait, et que dans les classes populaires, il y a aussi cette préoccupation écologique en fait. En tout cas, en certains endroits quoi. Et c'est vrai que je pense que notre boulot peut être d'être particulièrement attentif à ces mouvements-là. Et peut-être de l'être un peu moins sur les mouvements juste élitistes ou très urbains ou très bobos, qui effectivement, eux, lorsqu'ils parlent d'écologie, c'est une écologie de gens qui ont les moyens de se la payer, quoi. Et donc, peut-être à nous aussi d'aller davantage sur ces mouvements-là de convergence. Je sais pas. Après, on fera tourner le micro, hein, c'est... Désolé. Je voulais juste rajouter, ce que tu dis sur le plein emploi, ça m'a fait réfléchir, parce que par exemple, moi je ne suis pas d'accord, mais je pense que la richesse
que ce soit un objectif. Mais je pense que la richesse des médias indépendants, c'est justement qu'on alimente le débat et qu'on assume un point de vue politique sur le monde. Beaucoup. Pour beaucoup au moins. Et que c'est... Enfin, on doit forcément y croire. Hein, c'est la seule chose... Enfin, on doit forcément croire que c'est ça qui va nous permettre d'aller vers le mieux. Et voilà, on peut pas commencer à faire un jeu de... mesurer le public qu'on a par rapport aux journaux télévisés parce qu'on va toujours perdre et qu'eux ils tapent sur la facilité en fait, ils tapent sur la peur, ils tapent sur des émotions simples et sur un manque d'analyse totale. Donc je pense qu'on doit tabler tout sur ça et continuer à faire ce qu'on fait, essayer d'être toujours mieux et bon voilà. Merci. Hop. Ça va pas être super long donc... Je me rapproche. Non, c'est bon. Ok, ben merci beaucoup en tout cas pour ce début de débat, ça fait nourrir la réflexion. Alors moi je suis Alix Rampazzo et je viens accompagnée de Colline Berlot. On représente le magazine No Go Zone basé sur Saint-Denis, qui est vraiment un magazine local et qui s'adresse à un public local. Et en fait moi j'aimerais bien insister sur, parce que Giovanni, toi t'en as pas trop parlé, insister sur l'importance de la presse locale et de son indépendance dans le fait d'aborder des problématiques écolo. Pourquoi ? Parce que par exemple Saint-Denis, on est vraiment au croisement des JO, du Grand Paris. Donc en fait, quand on s'intéresse à une lutte locale, finalement, on s'intéresse à des questions d'écologie. Et du coup, ce qui est intéressant avec le fait que en fait, dans notre rédaction, tout le monde habite à Saint-Denis, où on est un peu ancré dans le territoire, du coup on a aussi une facilité à avoir certaines paroles. Et aussi, je pense qu'on a un rôle à la fois, on porte une parole, mais aussi on la diffuse au sein, et c'est pas non plus négligeable, au sein d'une petite catégorie de gens. Je pense que déjà réussir à toucher sur un sujet, par exemple sur le premier numéro, moi j'avais écrit un article sur la lutte autour d'un échangeur, la construction d'un échangeur à proximité d'une école dans le cadre des JO. Il y avait une lutte locale très importante à ce niveau-là, et je suis contente finalement d'avoir porté la voix de ces gens. Parmi eux il y avait des profs certes, mais il y avait aussi des gens de milieux sociaux beaucoup plus populaires. Et après finalement, comme ce sujet c'était un sujet local et que les gens ils savaient de quoi on parlait, de l'échangeur et tout ça, et je pense que j'ai peut-être réussi à intéresser à 200 personnes à Saint-Denis sur ce sujet. Je pense que ça commence par là. Et dernière chose à ajouter, nous au niveau local et notamment dans cette espèce de conglomérat JO Grand Paris, on subit vraiment une pression de la communication institutionnelle qui est très très forte et très 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 en faveur des JO, de la bétonisation, de toutes ces choses-là. Et en fait, pour nous, c'est vachement important en fait de développer une parole alternative et qui disent, ne serait-ce que pour avoir un regard critique sur, par exemple, la construction du métro qui est présentée comme quelque chose de très écologique, alors qu'en fait, il y a toute une part qui ne l'est pas. Et voilà. Et du coup, j'étais étonnée, Giovanni, comme toi, tu es plutôt dans la presse locale à Avignon, que tu n'abordes pas cette problématique à Montpellier. Ah pardon, désolée, je viens du nord de la France, donc je confonds toutes les villes du sud. Pardon. C'est dans le nord pour nous. Déjà, quand on confond l'Alsace et la Lorraine, je m'énerve, donc bref. Et donc ouais, j'étais étonnée que tu n'abordes pas cette problématique vraiment du journalisme local, parce que ça peut jouer en fait dans ce combat pour informer sur l'écologie. Voilà. Merci. Alix, elle vient du journalisme local et elle nous a recruté des gens qu'elle connaissait, des nanas. On est une rédaction. Ouais. Les garçons ont été invités pour faire des petits dessins dans les démarrage. C'était bien. Voilà. On leur laisse plus de place maintenant. Ils font des photos. On est très contente. Voilà. Bon. Mis à part ça. Alix vient du journalisme. Nous, elle nous a contactés parce qu'elle aimait bien notre écriture, notre petit noyau de rédaction. Et on est des plumes. C'était des copines à elle de... Oui, des autrices. Des filles qu'elle avait connues d'abord essentiellement en master de création littéraire à Paris 8. Voilà. Et il se trouve qu'on était plutôt installés à Saint-Denis. Alors, je voulais revenir sur l'écologie quand même. Pardon, excusez-moi, je me perds. Jacqueline Garde, elle était invitée à un débat qui finalement n'a pas eu lieu dans la ville plus petite, la banlieue de Saint-Denis.
qui s'appelle Vitaneuse, où se passent simultanément deux choses très intéressantes. Je vous invite à regarder parce qu'ils font des vidéos. Il y a une association qui s'appelle L'Autre Champ et qui a fabriqué un espace qui maintenant est tout à fait durable et inscrit dans le paysage, au pied des tours de la cité. Ils font de la permaculture. Donc si vous voulez un jardin en permaculture, déjà le mot permaculture appartient pas a priori à la culture des cités de Vitaneuse. Et pourtant, les mamans viennent, il y a tout un tas de militants bénévoles qui sont là tout le temps, les enfants viennent et simultanément ils font de l'éducation au journalisme pour les gamins et les adolescents, en leur apprenant à faire des vidéos et à documenter leur travail. Donc il y a aussi dans ces lieux-là une génération future de journalistes, parce que des mômes qui sont au collège et qui commencent à aborder avec des moyens vidéo, parce que c'est plus simple de le faire comme ça, ils ont plus de crédit pour le faire comme ça. S'ils ont 14 ans, voilà, dans 8 ans, c'est des gens qu'on retrouvera ailleurs, quoi. Et c'est évident. Donc, tout cet aspect de la formation est important, et il y a aussi un mouvement générationnel. Donc c'est très bien de le soutenir en accueillant des gens dans ces rédactions. C'est très bien aussi de penser et de croire que il n'y a pas une inculture écologique dans les quartiers populaires, bien au contraire. Et c'est dommage qu'il y ait cette représentation, parce que les choses auxquelles on s'intéresse, je participe maintenant aussi à la rédaction du Chiffon un peu, toute la lutte sur les jardins d'Aubervilliers, c'était des jardins ouvriers aussi. Il y a une culture ouvrière de la subsistance qu'il s'agit juste de faire remonter. Et quand le cadre est suffisamment sécure, plaisant, les gens participent en fait. Et les mamans algériennes qui voient, je sais pas quoi, utiliser des graines, disent « Ah bah oui, chez nous on faisait pareil au bled ». Et toute cette chose-là, dès lors qu'on la valorise, c'est vachement intéressant. Donc allez voir les vidéos de L'Autre Champ et aller à L'Autre Champ, c'est génial. Première chose. La deuxième chose, c'est aussi, en ce moment, tout ce que disait Alix, il y a un lieu, chez nous, à Saint-Denis même, le maire a décidé de construire des écoquartiers, c'est-à-dire de bétonner des terres qui pourraient être utilisées autrement. Non mais c'est réel, enfin je suis même pas en train de me moquer, je décris. Oui, mais enfin bon, c'est un maire socialiste. Voilà, je peux rien dire de plus. Donc il est nourri de Terra Nova, il est nourri de bâti. Il y a vraiment des choses, oui, hyper localement, c'est vachement important de renvoyer un miroir aux gens, d'être là. Et c'était ça le truc que je voulais dire. Comment faire pour intéresser les quartiers populaires ? D'abord, être là. Parce que tu disais très justement qu'on est, je sais plus lequel de vous deux, on est traversé par des tas de choses contradictoires, ou en tout cas avec des identités qui se superposent. Oui, on est aussi habitants de quelque part, donc on est aussi des voisins, on est aussi des amis. Donc on parle avec les gens, donc on fait des trucs avec eux, et à partir du moment où on fait des choses avec les gens, d'autres choses, vraiment, ça les intéresse de venir, enfin tu vois, juste par politesse, c'est ah bon, ah toi tu fais ça, ah bon, bah fais voir, ah bah, c'est un peu cher, si je peux le trouver à la bibliothèque, etc. Enfin, toutes ces choses-là, ces mécanismes-là d'ancrage et de simplicité du vécu, permettent aussi de relier un lectorat qui est sensible aux marques d'attention et voilà, qui lui rendent cette dignité. C'est tout. Merci. Sur la question du rubricage de l'école. Ah oui, ça j'aimerais bien. Pardon. Oui, alors bonjour, je m'appelle Valentin, du coup je fais partie de l'équipe du Chiffon avec Alix et Colline et Gary et Gio qui est cumulard. Et c'est cette magnifique délégation. Je voulais revenir, déjà merci pour tout ce que vous avez abordé. Il y a plein de choses ultra pertinentes et qui sont des questions compliquées dont on a du mal à voir la solution. Il y a une chose essentielle dont on n'a pas parlé à fond et qu'on a simplement commencé à évoquer, c'est la question du rubricage de l'écologie, et que je vais joindre même à la question du vocabulaire, du lexique.
C'est-à-dire que, bon, un exemple du rubricage, on en a parlé, par exemple le monde planète, qui est associé voilà, à cette espèce de choses abstraites. La planète, on va sauver la planète, on va sauver le climat. Et donc on va mettre l'écologie dans une espèce de petite case. Voilà, c'est une rubrique comme la rubrique sport. Alors, le meilleur exemple vraiment dans la presse régionale quotidienne, c'est le Parisien qui nous fait un petit encart, le Parisien, ma planète. Et puis on tourne la page et on voit qu'on aura le choix de choisir le design des cabines téléphériques qui seront construites pour je sais plus où, dans le nord de Paris, puis ensuite une pub pour Pegasus Airlines pour aller en Turquie, etc. Bon, voilà. Et je pense que le fait d'avoir une rubrique écologie, ou même maintenant le fait de se représenter comme écologiste, ou parler d'écologie, je pense que c'est piégé. C'est complètement piégé. C'est-à-dire que la bataille des mots, là malheureusement, elle a déjà eu lieu, et donc dès qu'on dit écologie ou écolo, c'est terminé, on est enfermé dans une case ou bobo, ou affreux Khmer vert décroissant, qui effraye classe moyenne et classe populaire, parce que voilà, je pense que c'est piégé. Et donc en parlant d'écologie, voilà, en disant le mot, on se piège. Et je crois que, et je suis hyper d'accord avec Alix et Colline sur cet aspect de pédagogie qui doit revenir à des choses très locales, très concrètes, très simples. Et c'est ce que tu disais, Philippe, aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut parler de choses très quotidiennes aux gens, et c'est ça qui va faire vibrer leur intérêt et puis engager une discussion. Si on commence à reprendre des mots qui encore ont été galvaudés, ou des expressions qui se sont imposées comme émission de carbone ou anthropocène, qui est un concept très intéressant mais qui reste hyper intellectuel pour le commun des mortels, on se perd. On va partir dans une case philosophique, ou dans une case bobo, ou dans une case Khmer vert décroissant. Et je pense qu'il faut parler des choses sans les nommer. En l'occurrence, utiliser, je m'explique, utiliser le mot écologie aujourd'hui, en l'affichant comme ça, à mon avis, c'est se griller soi-même, et entraîner cette espèce de réflexe de préjugés négatifs dès qu'on se dit écolo. Je pense que l'écologie, en fait, elle est partout. C'est une philosophie et des domaines qui infusent à peu près tous les domaines de la vie. Et donc il y a moyen d'en parler sans recourir à ce vocable ou à tout l'imaginaire qui en découle et qui est piégé. Et nous, donc, pour dire rapidement, la ligne du chiffon, c'est une ligne qui est anti-industrielle. Et je reviens sur, pardon d'avoir peut-être avoir un petit peu interrompu tout à l'heure. Je pense qu'on est dans un monde qui est hyper industriel, encore plus industriel qu'avant. C'est-à-dire que certes, il y a moins de production qui est faite en France, mais c'est délocalisé. Donc c'est caché, donc on a l'impression, mais même après dans les services, la manière dont ça fonctionne, c'est une logique qui est super industrielle, et de plus en plus on ressemble à du matériel humain, du bétail, etc. Pour revenir sur le Covid. Donc nous c'est cette ligne-là, on va peut-être pas forcément parler d'écologie ou de reprendre ces termes-là, et effectivement on nourrit cet espoir qu'en allant faire des enquêtes de terrain, des interviews, vraiment avec des choses concrètes, et c'est un peu l'objet qu'on a choisi, c'est déjà l'objet papier, et puis à chaque fois on a un petit thème sur le journal. Là, le prochain sera sur le ticket de métro, revenir à un objet simple comme ça du quotidien. On a le projet par exemple d'aller interviewer les gens qui c'est pas les tasseurs du métro de Tokyo, mais ceux qui nous disent laissez les gens descendre avant de monter. Voilà, les interroger ces gens, parce qu'on passe devant eux, on questionne l'utilité de leur travail, qu'est-ce qu'eux ils en pensent, etc. Enfin bref, et essayer d'aller où le lieu dont tu as parlé, qui est magique, je trouve, qui est hyper inspirant, et puis non mais c'est vrai, la manière dont tu dis, voilà, ces jeunes à qui on apprend à faire du journalisme ou à documenter, et du jardinage, et à documenter leur vie quotidienne, je trouve ça hyper enthousiasmant. On n'est pas obligé de rappeler la catastrophe à chaque page, même si elle est là. La question du vocabulaire, c'est super intéressant. Moi, en fait, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut à la fois, effectivement, que l'écologie soit partout. Et c'est ce qu'on a essayé
un peu d'infuser à Mediapart à travers des discussions voilà, interpersonnelles avec les collègues et de faire en sorte que des gens qui n'ont pas l'habitude de traiter de ces questions-là s'y intéressent par le biais de l'économie, par le biais d'une campagne présidentielle, par le biais de l'actualité internationale, etc. D'ailleurs, petit indice aussi révélateur, nos correspondants à l'étranger nous proposent très régulièrement des sujets de reportage liés à la question écologique, quoi. Et on voit aussi que c'est un intérêt qui est partagé vraiment par des journalistes qui sont tout-terrain, très généralistes, etc. Mais on a plein de propositions aussi qui viennent des correspondants au Brésil, ailleurs en Europe, dans les Balkans, etc. Sur la question du vocabulaire, en fait ça fait vachement écho ce que tu dis, parce que nous on a fait ce travail-là justement tout récemment à Mediapart. C'est-à-dire qu'on a voulu partager, donc Jade, Mika et moi, on a voulu partager avec le reste de l'équipe nos propres choix d'écriture. Qui étaient d'ailleurs, il fallait d'ailleurs les mettre en cohérence, parce que d'ailleurs, déjà pour commencer tous les trois, on avait aussi un petit peu nos habitudes et nos convictions personnelles, mais bon, c'était pas très compliqué non plus tous les trois de quand même converger dans le même sens. Et ensuite on a partagé, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas rendu public pour l'instant, mais c'est en interne pour l'instant, c'est voilà, un texte où on fait le choix par exemple d'employer le mot écologie et pas d'environnement. On fait le choix, enfin, et après il y a plein de petits trucs aussi pour pas rentrer dans les trucs de greenwashing, etc. On parle de gaz, on parle pas de gaz naturel, le gaz il est fossile de toute façon, gaz vert non, biocarburant pareil, c'est des agrocarburants. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on a partagé avec l'équipe, et donc c'est une fiche ressource en fait qui est disponible dans notre serveur interne pour tous les collègues qui n'ont pas forcément en tête ces petites nuances de langage, mais qui sont évidemment importantes pour pas se laisser embringuer par la communication institutionnelle, etc. Mais pour moi, du coup, il y a à la fois ce que tu dis, évidemment, d'être dans des sujets très concrets, très quotidiens, très localisés, etc. Et c'est vrai qu'on essaye de le faire aussi, nous. Et puis on a aussi pas mal de correspondants en région aussi, qui nous permettent aussi d'aborder des sujets très locaux. Mais après, ouais, on a quand même fait ce choix, nous, de rubriquer l'écologie dans le journal, et c'est d'ailleurs une petite bataille interne pour tout vous dire, jusqu'à présent, et là c'est en train de se faire, mais c'est vraiment une question de jour, nous en interne, l'écologie elle est même pas visible sur la home de Mediapart. Et pour moi en tout cas, c'était un truc important, parce que c'est aussi une façon, par rapport au rapport de force interne qu'il peut y avoir aussi dans les rédacs, d'imposer voilà, la rubrique écologie comme une rubrique majeure pour un journal comme Mediapart. On est un média généraliste, donc de toute façon on traite de toute l'actualité, à part le sport et la bourse, mais sinon on a voilà, une couverture très très large. Donc après, dans le cadre d'un média aussi généraliste, si t'as pas une rubrique écologie, moi je pense que par contre, alors j'entends évidemment tout ce que tu dis, et là j'ai pas la réponse, sur est-ce qu'on a perdu la bataille des mots, et est-ce qu'effectivement aujourd'hui on est complètement stigmatisé à partir du moment où on parle d'écologie. Moi j'ai pas encore ce ressenti-là, mais ça fait pas si longtemps que ça, je suis... Mais, ouais. Au-delà ouais. des cercles intéressés. Ouais. Oui, non mais j'entends bien. Et puis c'est vrai que dans le contexte de la campagne présidentielle, j'ai l'impression que ça s'est un peu... ça s'est un peu aggravé tout ça, mais en tout cas moi mon sentiment c'était que pour un média aussi généraliste que Mediapart, c'était important d'avoir, au même titre que tu as la rubrique internationale, bon là c'est très, voilà, ça peut paraître un peu conventionnel comme ça, mais au même titre que tu as une rubrique économie, enfin voilà, pour moi l'écologie doit être au même niveau que l'économie, mais elle doit évidemment aussi être dans l'économie. Mais ça, bon après, voilà, c'est une histoire de culture interne qui va infuser, et chacun va s'approprier ensuite. Mais pour moi, je suis d'accord, enfin l'écologie, elle doit être partout. Mais après, je trouve que c'est important aussi que les lectrices et les lecteurs sachent où trouver, où cliquer sur le site pour retrouver tout de suite les articles qui vont être directement sur ces questions-là. Et donc jusqu'à présent, nous n'avions pas la rubrique. Et là, voilà, il a été annoncé, parce qu'il y a aussi des développements techniques un peu longs, parce qu'on a modifié le site en profondeur ces derniers mois. Mais on va avoir cette rubrique qui va apparaître au même niveau que l'inter, la politique, l'économie, etc. Voilà, pour les petites histoires des coulisses du journal. Un petit mot rapide. Juste sur le langage, parce que c'est un truc dont on parle beaucoup nous aussi. J'ai pas de politique sur la question de l'écologie ou pas, de brander la rubrique, parce que oui, moi je suis plutôt contre. Ça n'a pas de sens sur le fond, ça n'a pas de sens. On n'a pas une rubrique marxisme. Voilà, si c'est l'écologie, c'est l'écologie politique. Donc voilà. Si c'est environnement, c'est environnement. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens.
Nous, on a fait le choix d'ailleurs de ne pas mettre ça dans notre baseline ou de l'identifier vraiment dans nos pages. Donc voilà, mais c'est notre choix. Je comprends qu'il y a des luttes internes. Je comprends que ça peut nous permettre d'identifier. Et puis je suis pas sûr que les gens regardent beaucoup en fait les rubriques. Voilà, donc évacué. Les deux autres points qui me semblent intéressants, ce que tu disais, c'est précision des termes et termes nuisibles. Précision des termes, c'est une catastrophe dans les médias. Tu faisais le mention de gaz vert, ou c'est toi, je ne sais plus. Moi, je peux te citer une de Science et Vie, journal pourtant scientifique, qui dit l'hydrogène, énergie verte du futur. L'hydrogène n'est pas une énergie, et donc c'est quand même c'est catastrophique. Donc voilà. Donc déjà la précision des termes, un vecteur c'est pas une énergie c'est pas c'est une source d'énergie. Enfin voilà, de tous ces trucs-là, c'est hyper important d'avoir quand on parle de biodiversité, d'extinction des espèces, en fait c'est des populations d'espèces, c'est pas les espèces. Enfin, il y a plein de choses qu'il faudrait faire cette pédagogie-là, mais plutôt auprès des journalistes qu'auprès des lecteurs. Et sur les termes nuisibles, alors nous on a fait un dictionnaire des termes nuisibles justement dans le dernier hors-série où on identifie un peu les termes à la con, type résilience, vert étant vraiment le plus canonique évidemment, avec des niveaux de nuisibilité, durable. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait. Bon, après c'est un peu provocateur parce qu'il y a des choses on comprend durable, voilà, on pourrait quand même encore le sauver, mais. Sur durable, j'ai un exemple qui est beau, c'est que je m'attaque aux pubs, je les dénonce auprès de l'autorité de la publicité, machin. C'était une pub Tetra Pak pour des briques jetables, mais c'était des emballages durables dans la pub. Donc moi j'essayais aussi de me battre sur le langage, parce qu'à un moment durable ça veut dire quelque chose, vert c'est une couleur. Ouais. Voilà. Après le langage est récupérable par la machine qui en est en face de nous, dans tous les cas, je veux dire, il y a un mot qui émerge, c'est le vivant. Deux semaines après on avait des entreprises qui faisaient leur newsletter sur le vivant et l'entreprise, voilà quoi. Donc c'est un peu impossible, mais c'est un jeu de chat et la souris, mais voilà, il faut quand même le mener ce combat-là, et je pense qu'il est important. Et j'aimerais juste dire un tout petit mot sur la question d'avant, sur le local. Je le dis humblement parce que moi je suis pas très lecteur de presse locale et je connais pas, c'est pas de là d'où je viens, mais il me semble que dans les années 60, 70, 80 il y a eu beaucoup de luttes sur les déchets, notamment quand on foutait les déchets en fait dans nos arrière-cours et dans nos banlieues, et il y a eu ce phénomène, en gros avant qu'il y ait la reprise par le système du waste management des années 90 où on a balancé ça en gros aux Philippines. C'était encore chez nous, et du coup il y avait beaucoup de luttes locales sur la question des déchets, etc., qu'on pourrait associer à des luttes écologiques, sauf qu'en fait elles n'ont pas vraiment été à l'époque, et que ça a été vraiment des luttes environnementales en fait, de pollution, autour de la santé, etc. Et peut-être que la nouvelle génération aujourd'hui de journalistes locaux, de localistes, doit essayer de faire ce pont, de passer outre le côté NIMBY, Not in my backyard, et lutte environnementale, et d'arriver à tisser ce lien entre ce qui se passe concrètement chez les gens et des enjeux, par exemple avec permaculture. En fait, permaculture, c'est pas juste bien cuisiner, bien faire pousser ses légumes. C'est en fait un système de production qui interroge le système de production industriel. Et rien qu'arriver à faire sauter ce pas-là déjà à des lecteurs qui seraient, des citoyens qui sont pas forcément intéressés, c'est peut-être ça l'enjeu aujourd'hui de la presse localiste qui part vraiment du terrain. Et voilà, je soumets ça juste au débat puisque je ne serais pas du tout compétent ou pertinent là-dessus. Peut-être de cette campagne, peut-être que tu as un mot à dire là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Oui. Donc, salut. Moi, je m'appelle Mathieu Dejean et je travaille au service politique de Mediapart que j'ai intégré il n'y a pas longtemps, en septembre, et où je couvre une partie des partis de gauche, dont Europe Écologie Les Verts. Et voilà, je m'y attendais. Et du coup, en fait, j'ai commencé, les premiers articles que j'avais fait pour Mediapart, c'était l'été dernier à l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts, où justement le débat qui était un peu dans l'air, en tout cas les discours, c'est que il y avait eu un été de toutes les catastrophes, avec des méga-feux, des inondations, des tremblements de terre, etc. Et les écologistes pensaient, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts. Les escrologistes. Pensaient en tirer parti électoralement, on va dire. Après, dans la réalité, ça s'est pas passé comme ça. Est-ce que, donc la question, c'est sûrement la couverture médiatique des thématiques écolo, quoi. La façon dont ça a été absent dans la campagne, en fait. Ouais. C'est vrai que ça a été très absent. Non, mais...
Le point qui peut-être intéressant, c'est la façon dont même, on avait parlé une fois il y a quelques temps avec l'ami Edwin, c'est pourtant les écolos qui sont censés pouvoir, justement parce qu'ils ont leur logo vert, ils ont le mot écolo, donc c'est censé avoir un truc qui est censé un peu attirer les gens quand même. Et ils ont pas réussi, même eux ils ont pas réussi à capter ça, alors que ils ont pas réussi à capitaliser sur le fait qu'il y avait quand même un intérêt quand même d'une partie de la population sur ces questions. Ils n'ont pas réussi, bon ils font une campagne a priori qui est minimaliste, hein, je sais pas, tu pourras me dire, mais j'ai assez peu vu Jadot, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, mais c'est fou qu'ils aient pas réussi à capitaliser sur le fait qu'ils ont un logo vert et qu'il y a écolo dedans, quoi. Normalement rien que ça, tu fais un petit peu quelques pourcents, quoi. Ouais, ils vont faire quelques pourcents, mais comment dire, ils n'ont pas su capitaliser là-dessus, ouais. Non, peut-être juste une petite nuance quand même. Moi, j'ai eu bon espoir en septembre au moment de la primaire écolo. Enfin, quand même, à ce moment-là, on a parlé d'écologie sur LCI, mais avec un débat de qualité. Et c'était étonnant. C'en était même étonnant par rapport à France Inter, quand même, qui avait fait un truc catastrophique. Ouais, moi, j'ai trouvé que... Non, c'était iTélé, pardon. Non, bref, je confonds. En tout cas, c'était une grande chaîne de télé. Et on avait un débat de haute tenue entre ces 5 candidates et candidats. Et je me suis dit, waouh, ça y est, l'écologie, on démarre une année présidentielle avec l'écologie à 1 heure de grande écoute sur une télé qui a priori d'habitude ne s'intéresse pas du tout à ces questions-là. Donc moi j'avoue qu'à ce moment-là j'ai eu un petit espoir, puis après effectivement on est tombé dans Zemmour et compagnie, et puis là une guerre, enfin voilà quoi, c'est vrai que ça... Ah, mais en fait, si je peux dire un petit truc là-dessus, peut-être c'est la raison, c'est que Europe Écologie Les Verts est un parti finalement assez classique, et que les partis sont assez détestés par l'ensemble de la population, et que en fait dès la sortie de leur primaire ils sont retombés dans des travers très politiciens en fait. Et du coup en fait ils ont beau avoir un logo vert et tout, les gens voient autre chose derrière, et en plus ils ont aussi une histoire, des alliances avec d'autres partis et tout, donc ils sont considérés déjà comme marqués en fait au fer rouge par leur... ça existe depuis 84, il y a eu des écologistes dans des gouvernements, personne, malgré les sortes d'aggiornamento idéologiques qu'ils peuvent essayer de faire, les gens n'ont pas confiance, quoi. Enfin voilà aussi. Et après, sur par rapport à tout ce que vous disiez, qui était vachement intéressant pour ma petite expérience à Mediapart aussi, je trouve ça hyper utile d'avoir un pôle écolo avec vous trois, et notamment du fait que vous rayonnez et que c'est pas un pôle isolé, quoi, et que quand on arrive là, effectivement, par les lexiques que vous nous transmettez et tout, enfin en tout cas, moi du coup je suis au pôle politique, mais j'ai pas l'impression d'être un rubricard, parce que on peut, il y a les rubriques sont pas hermétiques, quoi. Donc en fait, quand il y a des sujets, on n'est pas forcément en train de systématiquement tendre le micro aux politiques organisées, couvre aussi les mouvements sociaux, etc.